Voilà, bonjour à tous, je suis Tania Lafort. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. Ok, super, très bien. Merci à vous. Eh bien, génial. Ravi de vous accueillir ce soir pour une session sur les métaprogrammes, un bel outil de PNL. Je vois que ce soir, nous avons des thérapeutes, des managers, des coachs, des RH, des responsables de formation et autres. Certains d'entre vous connaissent la PNL, certains connaissent même les métaprogrammes, d'autres pas du tout. Et donc, écoutez, je suis ravie de partager cette soirée avec vous pour vous en dire un peu plus. Alors, avant tout, certaines personnes me connaissent et d'autres non, donc je vais me présenter brièvement. Je suis donc Tania Lafort, je suis la responsable du centre de formation Réa Active à Chavano, à côté d'Annecy. Je suis donc enseignante en PNL, en programmation neurolinguistique, en hypnose. Je suis coach professionnel, j'interviens en tant que formatrice dans mon centre de formation et ailleurs, et donc aussi dans les entreprises, gestion du stress, communication et un tas d'autres choses. J'ai aussi un cabinet où je reçois en thérapie et en coaching avec des outils tels que l'hypnose, HTSMA, enfin bref, pas mal de choses. Aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de vous faire connaître un outil de PNL qui s'appelle les métaprogrammes. Alors, en quoi ça va être utile de connaître les métaprogrammes? Ça vaudra, je trouve que c'est très intéressant, c'est un de mes outils, je dirais, préférés, si on considère d'ailleurs que c'est un outil, je vous expliquerai. C'est un petit peu un décodage de notre manière de fonctionner, qui est conscient ou inconscient. Et quand on comprend les métaprogrammes, ça permet plein de choses. En fait, ça permet une part d'être beaucoup plus tolérant, c'est-à-dire de comprendre que les gens qui ne fonctionnent pas comme nous ne le font pas ou parce qu'ils n'ont pas compris ou parce qu'ils veulent nous embêter, mais simplement parce qu'ils sont différents. Ça permet aussi de mieux s'adapter au niveau du langage. On parle aussi du langage de la motivation quand on parle des métaprogrammes. Parce qu'en fait, en fonction de la façon de fonctionner de la personne, si je lui parle dans son langage, dans son mode de fonctionnement, j'ai plus de chances de me faire comprendre et voire même de la motiver. À tel point qu'il existe un livre qui s'appelle Le plein pouvoir des mots. Je vais vous le noter dans le chat. Le plein pouvoir des mots, qui a été fait par chez les Roche-Charvet, qui a mis au point l'étude des métaprogrammes dans le terme du recrutement, pour les recrutements. Donc, vous voyez que c'est utile en management, c'est utile en recrutement et c'est utile dans la façon de fonctionner. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques métaprogrammes. On ne verra pas tous parce qu'il y en a de nombreux, mais peut-être vous allez vous retrouver dans certains métaprogrammes, dans votre façon de fonctionner. Et peut-être que vous allez voir autour de vous que d'autres personnes ne fonctionnent pas de la même manière, votre conjoint, conjointe, des collègues de travail. Et en termes de management aussi, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Donc, quels sont les métaprogrammes que nous allons voir? Donc, les métaprogrammes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des modes de fonctionnement, souvent inconscients. Ce sont des modes de fonctionnement, des modalités de traitement de l'information et des modes de fonctionnement qui vont nous faire agir d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, je vais en voir quelques-uns. Un métaprogramme qui est assez facile à repérer, c'est vous avez le aller vers et éviter de. C'est-à-dire que dans la vie, certaines personnes vont avoir tendance à faire des choses dans le but d'obtenir quelque chose et d'autres vont faire quelque chose pour éviter quelque chose. Je vais vous donner un exemple plus concret. Et ça, c'est vraiment complètement inconscient. Vous pouvez, par exemple, si vous écoutez une personne parler, elle peut vous dire « j'achète cette voiture parce que comme ça, je suis sûre, j'achète cette voiture neuve pour être sûr d'arriver à bon port et être sûr d'avoir une voiture sécurisée. » Elle est plutôt dans un langage aller vers. Une autre personne va vous dire « j'achète cette voiture, une voiture neuve pour éviter de tomber en panne ». Et là, elle va faire la même chose, mais elle va plutôt en éviter d'eux. Je donne souvent un autre exemple. Quand j'étais dans l'immobilier, une personne peut acheter une maison en me disant « je veux cette maison parce qu'elle est à 100 mètres de l'école maternelle, ça me permettra de gagner du temps le matin ». Et l'autre va me dire « je veux cette maison parce qu'elle est
à 100 mètres de l'école maternelle, ça m'évitera de perdre du temps le matin. Elles disent absolument la même chose, mais elles le disent de deux façons différentes. Alors, je n'entends rien. Ai-je fait une mauvaise manip? Alors, excusez-moi, c'est Rémi. Alors, Rémi, les autres entendent, donc je pense que vous avez fait une mauvaise manip, effectivement. Moi, je n'ai rien changé à mes paramètres. Je suis désolée. Essayez de voir, vous avez un petit écran avec la possibilité d'activer ou de désactiver votre... non, le son, de toute façon, c'est moi qui l'active, ça ne vient pas de vous. Donc, peut-être qu'effectivement, sur votre ordinateur, regardez si le son est bien mis. Désolée, je ne peux pas vous aider plus que ça. Voilà, OK. Les autres m'entendent correctement, donc je pense, Rémi, que ça vient de vous. Je vais mettre un petit mot. Excusez-moi. Vient de vous. OK, voilà. Donc, désolé pour Rémi. Je vais continuer. Donc, vous voyez qu'on peut vouloir la même chose, mais l'exprimer de façon complètement différente. Et ça va être intéressant parce que si je m'adresse à une personne dans son métaprogramme, je vais avoir plus un langage de motivation. Donc, si par exemple je suis manager et que je veux motiver une personne qui est en éviter d'eux, eh bien, il vaut mieux que je lui parle de ce qu'elle va éviter à effectuer une tâche plutôt ce qu'elle va gagner. Et si la personne est plutôt aller vers, il vaut mieux que je lui parle de ce qu'elle va gagner à effectuer une tâche plutôt qu'à éviter d'eux. Vous voyez? Donc, en fait, voilà. Et ce qu'il faut comprendre des métaprogrammes, c'est que nous sommes, d'abord, nous ne sommes pas nos métaprogrammes, mais nous avons des modalités de fonctionnement qui peuvent être différentes dans certains contextes. Je peux avoir activé certains types de métaprogrammes dans mon travail et activer d'autres types de métaprogrammes pendant les vacances, heureusement. On verra tout à l'heure, je vous donnerai des exemples concrets qui vous feront peut-être un petit peu sourire. Donc, ce n'est pas un profil de personnalité, mais on peut avoir des métaprogrammes dans des contextes différents. Donc, le premier, aller vers ou éviter d'eux. Est-ce que vous êtes plutôt, par exemple, dans le contexte du travail, aller vers ou éviter d'eux? Est-ce que si vous avez acheté une maison ou un appartement, est-ce que vous l'avez acheté pour être plus confortable, être propriétaire ou éviter de payer un loyer? Le résultat sera le même, mais la motivation est différente, vous voyez? Essayez de vous auto-analyser. Alors, dans les métaprogrammes aussi, il y a autre chose qu'on peut observer. Ce sont les personnes qui sont procédure ou option. Procédure, les personnes qui sont plutôt dans un mode procédure, elles ont besoin, pour être confortables, pour bien fonctionner, d'avoir quelque chose de très structuré. 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça, et il y a une procédure. Les personnes qui sont plutôt en mode option, elles aiment avoir du choix. Elles aiment avoir de la liberté de choix. Elles n'aiment pas justement programmer trop longtemps à l'avance et elles n'aiment pas que ce soit trop rigide. Personnellement, j'ai un mode option très développé qui m'est très utile en termes de formation et aussi en thérapie et en coaching, mais quand même, j'ai dû développer de la procédure parce qu'on en a besoin aussi. Il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme. Et d'ailleurs, on pourrait mettre un curseur, vous voyez, vous avez une ligne, imaginez une ligne avec les métaprogrammes. D'un côté, vous avez évité d'eux, de l'autre côté, vous allez aller vers. Et puis au milieu, on imagine un curseur. Et en fonction du contexte, eh bien, ce curseur peut bouger. Absolument. Et on n'est pas forcément à 100% aller vers, 100% éviter d'eux, 100% procédure, 100% option. Donc en fait, et ces métaprogrammes, même s'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont parfois plus adaptés dans certaines situations. Et les métaprogrammes viennent souvent, si vous connaissez les niveaux logiques, si vous avez étudié la PNL, les métaprogrammes sont au service de nos croyances et de nos valeurs. Donc, ils sont au niveau des capacités, des stratégies, de notre comment on fonctionne, et ils sont au service souvent de quelque chose de croyance ou de valeur. Si je crois, par exemple, c'est bête, c'est très concret, si je crois que je ne suis pas capable de parler en public ou j'ai peur du regard des autres, que je pense que les autres vont me juger, peut-être que je vais être en éviter de prendre la parole en public, tout simplement. Peut-être que je vais être en éviter de prendre la parole en réunion. Que si j'ai la croyance que j'ai le droit de m'exprimer et que j'ai des choses intéressantes à dire, eh bien, peut-être que je serais plutôt aller vers parler en réunion, aller vers prendre la parole en public. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on va plutôt parler des métaprogrammes que de ces certaines croyances.
Donc, procédure et options. Alors moi, je vois très bien les stagiaires, quand ils viennent en formation, les personnes qui sont procédures, elles ont besoin que je leur dise, bon, ça va se passer comme ça les rassure. Elles ont besoin de savoir à quelle heure on va faire ça. Elles ont besoin d'un livret pédagogique où tout est paginé avec, et si possible, dans l'ordre du livret pédagogique. Alors là, avec moi, c'est compliqué puisque je m'adapte à ce qui se passe dans la salle. Donc, elles ont besoin aussi, du coup, de modifier un peu leur métaprogramme pour m'adapter. Et donc, moi, quand je suis formatrice, je dois parler à tout le monde. Et comme vous, si vous êtes manager, vous devez, ou RH ou autre, vous devez parler à tout le monde. C'est-à-dire que vous devez mettre de la procédure et en même temps mettre un cadre. Et en même temps mettre de l'option. Et donc, c'est intéressant parce que si vous êtes manager et que vous managez quelqu'un qui est très procédure, vous allez intérêt à lui donner un ordre, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, à moins que la personne soit complètement autonome et elle fait sa propre procédure. Mais si vous mettez trop de procédures de façon de faire à quelqu'un qui est très option, ça va le frustrer. Et si vous mettez trop d'options à quelqu'un en disant à la personne, bah, tu fais comme tu veux, elle a le choix, à quelqu'un qui a besoin de 1, c'est comme ça, 2, c'est comme ça, 3, c'est comme ça va aussi la stresser. Donc, vous voyez que comprendre le métaprogramme, ça va nous permettre aussi de motiver, de s'adapter et de parler, de se faire comprendre. Un autre métaprogramme qui est assez visible, c'est global ou spécifique. Alors, global ou spécifique, certaines personnes ont un métaprogramme dans certains contextes, je vous rappelle, plutôt global, et d'autres plutôt spécifiques ou détaillés. Quand on a un métaprogramme global, en général, ce sont des gens qui vont parler peu, c'est-à-dire qu'on va avoir une facilité à résumer et on va donner peu d'informations puisque dans la tête, le trajet est déjà fait. Donc, quelqu'un, par exemple, je suis assez global, eh bien, j'ai une capacité à réduire les informations, à synthétiser. Et dans ma tête, c'est clair, donc je vais donner qu'un mot. Je me souviens quand j'étais à l'école d'infirmière, je suis infirmière de formation, je faisais des fiches de révision et mes collègues, mes copines me demandaient mes fiches et je leur donnais mes fiches. Elles me disaient, mais en fait, il n'y a que les titres sur tes fiches. Ben, je disais, oui, mais moi, ça me suffit, j'ai le reste dans la tête parce que moi, je suis en mode global. Quelqu'un qui est en mode détail aura besoin de tout noter. Alors là, les fiches des modes détail, c'est plus des fiches, c'est des deuxièmes cours quasiment. Et donc, ça va être beaucoup plus spécifique. On repère aussi dans la façon de parler. Si moi, vous me demandez est-ce que tu as passé une bonne journée, je peux répondre oui. Voilà, ça me suffit. Vous demandez à quelqu'un qui est plutôt détail spécifique, il va vous raconter la journée dans ses détails. Alors d'abord, j'ai fait ci, puis j'ai bu un café avec un tel, etc., etc., etc. Il va donner beaucoup de détails. Alors, dans le détail, il y a la façon de parler, mais il y a aussi, je vais focaliser mon attention sur des détails. Ça, on peut aussi l'observer. Alors, vous, est-ce que vous êtes plutôt détail ou plutôt global ou plutôt spécifique? Global ou détail? Est-ce que votre conjoint ou conjointe est plutôt global ou détail? Alors, quand vous êtes global et que vous avez un conjoint détail, l'idée, c'est que la personne commence à parler, puis vous commencez à piétiner à côté et vous avez envie de dire abrège. Mais vous ne le dites pas, puisque vous êtes très poli, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, plutôt global pour OK, super. Alors, auto-observez-vous, c'est vraiment intéressant de mieux se connaître, hein. Ensuite, on va avoir dans les métaprogrammes référence globale, spécifique, OK, super. Est-ce que maintenant vous êtes plutôt référence interne ou référence externe? Je m'explique. Les personnes qui sont plutôt référence interne, la référence interne, c'est la référence interne, c'est plutôt quand je prends mes décisions par moi-même. C'est-à-dire que c'est mon point de vue qui va faire que je prends certaines décisions. Les personnes qui ont plutôt un métaprogramme, dans certains contextes référence externe, vont avoir besoin de l'avis des autres pour prendre des décisions. Alors, si par exemple, je vais acheter quelque chose, j'achète une voiture, j'achète quelque chose. Si on me dit, bah, c'est vous qui décidez, vous avez le choix. Si je suis en référence interne, je suis content, je décide. Si on me dit, votre voisine a acheté la même chose, elle en est très contente. Si je suis référence externe, référence interne, j'en ai rien à faire de ma voisine, c'est moi qui décide. Si je suis référence externe, ça me rassure. Vous voyez un petit peu? Donc,
Donc, en fait, c'est de quelle manière je prends les décisions. Et d'ailleurs, les personnes qui ont peur du regard des autres, qui ont peur, manque de confiance, ont peur de regard des autres, souvent, c'est un métaprogramme référence externe. Parce qu'en fait, elles sont en lecture de pensée, c'est-à-dire qu'elles imaginent dans leur tête, comme de la télépathie, ce que peuvent penser les autres d'elles. Et en plus, elles s'y réfèrent. Donc, elles sont en référence externe et elles perdent du coup de la liberté. Donc, et on peut être référence interne dans certains contextes et référence externe dans certains contextes. Si vous venez en formation, à un moment de la formation sur des sujets que vous ne connaissez pas, face à quelqu'un qui connaît le sujet, c'est intéressant d'être en référence externe. Après, vous prendrez votre décision. Vous voyez, alors quelqu'un me dit les deux, oui, comme je vous le disais, on n'est pas forcément tout d'un côté ou tout de l'autre, ça va dépendre des contextes et on peut être un petit peu au milieu aussi. Donc, il y a des contextes où ça va être plus intéressant en fonction de nos compétences, en fonction de tout ça, mais on a besoin de renforcer sa référence interne. Vraiment, on a besoin de renforcer sa référence interne, surtout quand on manque de confiance en soi. Une astuce pour renforcer sa référence interne, c'est de connaître ses valeurs, connaître ce qui est important et connaître les critères qui correspondent à ces valeurs. Ensuite, vous avez des métaprogrammes variables. Vous avez des personnes qui sont plutôt orientées tout ou rien ou plutôt petit à petit. Alors, quelqu'un qui est vraiment en tout ou rien, c'est quelqu'un qui va avoir, c'est tout ou rien, hein, ça dit tout. Par exemple, moi, je suis souvent en tout ou rien dans certains contextes. Je vais avoir tendance quand je fais un stage de yoga, par exemple, je ne vais pas faire 1 heure de yoga par jour, ce qui serait certainement plus efficace. J'ai plutôt tendance à vouloir faire en intensif, c'est-à-dire que je vais faire une semaine de yoga, je vais faire une semaine de jeûne, je vais faire une semaine de quelque chose. Je suis plutôt en mode intensif, en mode tout ou rien. Et je ne dis pas que c'est la meilleure façon de fonctionner. Comme je vous disais, un métaprogramme peut être intéressant dans un contexte, et pas très intéressant ou inadapté dans d'autres contextes. Quand on est plutôt en mode petit à petit, eh bien, on va plutôt faire les choses étape par étape. Moi-même, qui suis plutôt en mode tout ou rien, et en plus avec une injonction, je pense, dépêche-toi en analyse transactionnelle, pour ceux qui connaissent, eh bien, j'ai vraiment intérêt à m'auto-observer et dans certains contextes, à me calmer et à faire en petit à petit. Je le vois, je suis en train d'écrire un livre actuellement dont vous aurez bientôt, j'espère, l'occasion de lire. Eh bien, j'ai vraiment intérêt dans le cadre de ce travail de passer en petit à petit, puisque ça prend du temps, il faut relire, etc. Et si je me mets la pression en tout ou rien, je fais tout d'un coup, c'est tout ou rien, eh bien, je risque d'être dans l'échec. D'ailleurs, quelqu'un ne m'entend pas à nouveau. Donc, pareil, hein, je mets un petit message, excusez-moi. Personne. Hop, ok. Attendre. Hop, voilà. Ok, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, est-ce que le tout ou rien n'est pas une confusion avec le tête-à-tête en énéagramme? Non, je ne vois pas le rapport avec le tête-à-tête en énéagramme, non. Non, non, pas du tout. Tout ou rien, c'est vraiment c'est tout ou rien. On retrouve, par exemple, dans les biais cognitifs qu'on étudie en thérapie comportementale et cognitive, tout ou rien, c'est aussi j'ai une expérience négative, je rate un contrôle de maths, je suis nulle en maths. Je généralise tout le truc, je vais être plutôt en tout ou rien. S'il y a un truc qui s'est passé, ça veut dire que c'est toujours comme ça. Je fais aussi des généralisations. Donc les métaprogrammes peuvent être donc petit à petit, tout ou rien. Et vous pouvez être, bien entendu, dans certains cas, petit à petit ou tout ou rien. Ça aussi, c'est intéressant en management de savoir, de connaître aussi ses équipes pour pouvoir réajuster la façon de faire. Ensuite, il y a un métaprogramme qui est vraiment aussi très intéressant. C'est le tri sur soi ou le tri sur l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est le tri sur soi ou le tri sur l'autre? Le tri sur soi, c'est
quand ah, quelqu'un me dit j'ai désactivé mon idée. Non, j'ai rien désactivé du tout parce que j'ai touché à rien depuis le début. Non, non, j'ai pas. Attendez, excusez-moi, Jacques, je vais essayer de trouver. Vous trouvez sur. Ok, mais je ne pense pas avoir. Alors, je vous ai là. J'ai rien désactivé du tout. Hein, non, non. Je n'ai rien fait. Je ne vois pas votre micro. Votre micro n'est pas désactivé. Voilà. Vous ne pouvez pas parler, mais normalement, vous pouvez m'entendre. Pas parler, c'est simplement parce vous êtes assez nombreux ce soir, hein, et donc c'est pour éviter qu'on brouille tout ceci. Voilà. Donc, je disais, je ne sais plus où j'en étais, tri sur soi ou tri sur l'autre. Alors, les personnes qui sont tri sur l'autre, ce sont des personnes qui ont tendance à prendre en compte plutôt les besoins de l'autre. Alors, si quelqu'un tout à l'heure parlait de l'énéagramme, eh ben, c'est souvent les profils 2 en énéagramme qui vont plutôt avoir tendance à faire passer les besoins des autres en priorité, avant leurs propres besoins, ou pas d'ailleurs. Et puis, tri sur soi, c'est quand je fais passer mes besoins en priorité. Si par exemple, je suis tri sur l'autre, mon enfant, ma fille qui a 18 ans me demande de l'emmener chez le coiffeur, j'ai autre chose à faire, je suis tri sur l'autre, tri sur elle, eh bien, je vais prendre en compte ses besoins, je vais arrêter ce que je suis en train de faire et je vais aller voir l'emmener chez le coiffeur. Si je suis plutôt en tri sur moi, tri sur mes besoins, eh bien, peut-être je vais lui dire, écoute, attends plus tard, là, j'ai autre chose à faire. D'abord, je vais parler de mes besoins. Alors, l'autre a désactivé. Alors, la vidéo, oui, la vidéo est désactivée, effectivement. Simplement, pourquoi je dis désactive les vidéos, c'est parce que cette conférence va être enregistrée. Et donc, c'est par respect j'ai désactivé effectivement les vidéos, mais pas et les micros d'ailleurs, mais pas, normalement, vous pouvez m'entendre. Donc, tri sur moi, tri sur l'autre. Si je tri sur moi, je vais d'abord prendre en compte mes besoins. Et ça, on va voir, effectivement, il y a des liens avec des profils de l'énéagramme. Et donc, la question, c'est est-ce que vous êtes plutôt, alors c'est pareil, en fonction des situations, ça peut être bien différent, hein. Est-ce que vous êtes plutôt en tri sur l'autre, à prendre d'abord en compte les besoins des autres, ou est-ce que vous êtes plutôt en tri sur vous, à prendre en compte d'abord vos besoins? Alors, donc voilà. Ensuite, tri sur l'autre. OK. Ensuite, on a d'autres métaprogrammes. Alors, on a des gens qui sont match ou mismatch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire match ou mismatch? Les personnes qui sont plutôt match, ce sont des personnes qui vont plutôt voir ce qui est bien. Et les personnes qui sont plutôt mismatch auront plutôt tendance à focaliser leur attention sur ce qui ne va pas. Alors, on peut être match ou mismatch sur plusieurs choses. Je peux être match sur moi, je vois ce qui va bien sur moi, ou mismatch sur moi, je vois ce qui ne va pas chez moi. Je peux être match sur mon collègue, sur ma collègue, je vois ce qui va chez ma collègue, ou mismatch, je vois ce qui ne va pas, en fonction d'ailleurs de mes valeurs et de mes critères. Ça, c'est là, la règle, c'est mes valeurs et mes critères. Et je peux être match ou mismatch sur une situation, voir ce qui va ou voir ce qui ne va pas. Vous avez des gens qui ont tendance à être mismatch sur tout, donc ils vont effectivement voir plutôt tout ce qui ne va pas. Alors ça peut être très intéressant d'avoir des personnes qui ont un filtre mismatch, puisque si par exemple j'ai un projet en entreprise, eh bien je vais avoir une personne qui va pointer tout ce qui risquerait de mal se passer. Et ça, c'est intéressant. Si j'ai quelqu'un qui est plutôt en match inconditionnel, c'est un petit peu mon défaut d'ailleurs, j'ai plutôt toujours à tendance ce qui va bien et j'ai parfois même du mal à voir ce qui peut être un risque chez les personnes qui vont par exemple bosser avec moi. Donc, il n'y a pas un ou un bon ou un mauvais métaprogramme, c'est simplement que les métaprogrammes vont être adaptés ou pas adaptés dans des situations. Et il faut savoir bouger son curseur. Donc match mismatch, bon, il y en a beaucoup, hein, je vais vous en donner encore quelques-uns. Je peux être aussi orienté, par exemple, euh, en orienté plutôt résultat ou plutôt processus.
C'est-à-dire que je peux me focaliser, je fais quelque chose, l'idée c'est d'obtenir un résultat, ou alors l'idée, ce qui m'intéresse plus, c'est le chemin qui mène au résultat. Et ça, c'est très intéressant. J'ai vu qu'il y avait des thérapeutes ou des coachs. Quand on est coach ou thérapeute, eh bien, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux être orienté processus ou résultat? Je n'entends rien. Je n'ai pas l'image. OK, ça c'est Monsieur Grand-Jacques. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être plutôt processus ou résultat? Processus. OK, je suis d'accord avec Sylvie. Processus, on est d'accord. Quel est le risque si vous êtes thérapeute ou coach? Excusez-moi, je réponds à ce monsieur. Vous pourrez voir le replay. Si vous êtes plutôt effectivement processus, eh bien, vous allez laisser à la personne le temps d'évoluer et vous allez être dans un processus. Le risque, quand on fait du coaching ou de la thérapie, si on est plutôt orienté résultat, c'est important de chercher du résultat, bien sûr, hein, mais peut-être qu'on risque d'aller trop vite ou peut-être qu'on peut zapper des points importants. Donc, effectivement, quand on est en processus, en accompagnement, que ce soit en coaching ou en thérapie, il vaut mieux être processus que résultat, toujours quand même en visant bien sûr le résultat, bien entendu. Les grands philosophes parlent de la culture du voyage, absolument. Le chemin n'est pas l'objectif, on est complètement d'accord. L'objectif est quand même à atteindre, attention, hein. Processus et résultat, global ou option, match ou mismatch. On en a d'autres des métaprogrammes. On a aussi, bien sûr, alors les positions de perception sont aussi des métaprogrammes. Est-ce que vous voyez le monde plutôt de votre vision du monde, c'est-à-dire que vous avez un point de vue, vous avez votre modèle du monde, vos critères, vos expériences, et vous donnez votre point de vue uniquement en fonction de ça, ou est-ce que vous avez la capacité à vous mettre dans les baskets de votre interlocuteur et à imaginer le point de vue de son modèle du monde avec son expérience, c'est-à-dire la capacité à passer en deuxième position, en position de perception. Et ça peut être vraiment intéressant quand on est aussi dans l'accompagnement. Alors, je réponds à nouveau. Voilà. La personne me demande si elle peut me voir en replay, vous aurez un mail. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose faire un petit jeu ensemble. Je vous propose de prendre un papier, un crayon, et je vais vous poser quelques questions sur deux expériences de vie. Une expérience de vie dans laquelle vous aurez atteint votre objectif et une expérience de vie dans laquelle vous n'aurez pas forcément atteint votre objectif. Je vous laisse le temps de prendre papier, crayon, puisque vous allez devoir faire 2 colonnes et répondre à mes questions. Alors, Sandrine me demande, si on est en position de perception, comment ne pas être en lecture de pensée? C'est une bonne remarque, Sandrine. Effectivement, quand on se met en position de perception, on risque de faire de la lecture de pensée, mais c'est aussi accepter quelque part le modèle du monde de l'autre. L'idée, c'est de pas de faire de la lecture de pensée, ce sera de vérifier ce qu'on peut imaginer. Mais effectivement, la posture P2, ça peut être effectivement, il y a un risque, on ne fait que des hypothèses, hein, mais on pourrait effectivement, le risque, c'est d'être en lecture de pensée. On utilise plutôt ça alors, qu'est-ce que la lecture de pensée me demande une personne? La lecture de pensée, c'est quand j'imagine ce que pense l'autre, c'est de la télépathie. Je pense, par exemple, qu'une personne ne m'aime pas. Je pense qu'une personne fait ci ou fait ça pour m'embêter. Mais en fait, je n'en sais rien. Je n'ai pas de preuves factuelles. C'est moi qui imagine ce que pense l'autre. C'est ça, la lecture de pensée. Ça fait partie des violations du métamodèle. Le métamodèle, c'est encore autre chose. Je ferai une visio sur les métamodèles, c'est intéressant. C'est penser à la place de l'autre, tout à fait. Et croire que c'est vrai en plus. Donc, je vous propose papier, crayon. Oui, ce sont des projections, oui. Je vous propose de prendre un papier, un crayon et de faire 2 colonnes. Une colonne avec une expérience où vous avez atteint votre objectif et une deuxième colonne en parallèle avec une expérience
où vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et je vais vous guider vers un questionnement. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Un papier, un crayon, 2 colonnes, une colonne verticale, vous avez atteint vos objectifs, une colonne à côté verticale, vous n'avez pas atteint votre objectif. Alors, je vous laisse préparer votre crayon et votre papier et je vais répondre à Jemila qui me dit « ça m'arrive d'avoir des lectures de pensée sur des personnes ». Oui, bah, ça peut arriver d'ailleurs à tout le monde. Ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et d'enlever cette lecture de pensée et d'aller vérifier. Alors, 2 colonnes, c'est fait pour tout le monde? Alors, je vais vous guider et je vais vous poser des questions sur vos expériences. L'idée, c'est d'avoir des expériences, si possible, que vous avez plutôt dans le même contexte. Ça peut être une expérience, par exemple, où j'ai réussi un entretien d'embauche et une expérience où j'ai pas été bon lors de mon entretien d'embauche. Ça peut être une expérience où j'ai eu un entretien avec une personne où ça a bien marché, une expérience où ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous avez un papier, un crayon? Est-ce que vous êtes prêts pour ce questionnement? OK, oui, c'est bon, c'est OK, super. Alors, on y va pour ceux qui sont prêts. Et ceux qui ne sont pas prêts, vous pourrez revoir le replay pour le faire par la suite. Alors, on va commencer par la première colonne, par la colonne où vous avez réussi. Vous avez atteint un objectif et vous avez réussi. Vous étiez satisfait en tout cas du résultat. Alors, la question à vous poser, c'est est-ce que vous étiez plutôt aller vers ou est-ce que vous étiez plutôt éviter de? Est-ce que vous aviez fait ce truc plutôt pour obtenir quelque chose ou est-ce que vous étiez plutôt motivé dans ce que vous avez fait pour éviter quelque chose? Vous cochez aller vers ou vous écrivez aller vers ou éviter de. La deuxième question que je vais vous proposer, c'est est-ce que vous étiez plutôt procédure ou option? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit plutôt un je fais comme ça, 2 je fais comme ça, 3 je fais comme ça, ou est-ce que vous vous êtes dit bah, j'y vais puis on verra bien? Voilà, notez, est-ce que vous étiez plutôt procédure ou option? Écrivez procédure ou option. Alors, je sais que c'est pas toujours facile à savoir, mais faites ce qui vous vient, dites ce qui vous vient en priorité. Est-ce que vous étiez plutôt global ou spécifique? Est-ce que vous aviez plutôt une vision globale, c'est-à-dire je vois la finalité des choses et puis c'est tout, ou est-ce que plutôt vous aviez une vision du détail? On est assez proche de procédure option, mais c'est un petit peu différent quand même. Notez global ou spécifique, beaucoup de détails ou beaucoup de… Voilà. Est-ce que vous étiez plutôt en référence interne ou en référence externe? Référence interne, c'est vous qui décidez. Référence externe, vous aviez besoin de l'avis des autres. Est-ce que vous étiez plutôt en référence interne ou en référence externe? Référence interne, c'est vous qui décidiez. Référence externe, vous aviez besoin de l'approbation des autres. Est-ce que vous étiez plutôt orienté résultat ou processus? Orienté résultat, ce que vous visiez, c'est le résultat. Orienté processus, ce que vous visiez, c'est les étapes. Plutôt focalisé sur les étapes pour atteindre votre résultat. Réfléchissez. Est-ce que vous étiez plutôt résultat ou processus? Comme ça, hein. Est-ce que vous étiez plutôt tri sur vous ou tri sur l'autre? Vous vous occupiez plutôt de vos besoins, en tri sur vous, ou vous vous occupez plutôt des besoins de l'autre, en tri sur l'autre? Est-ce que vous étiez plutôt en tri sur vous ou en tri sur l'autre? Est-ce que vous étiez plutôt en match sur la situation ou en mismatch? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez plutôt le bon côté des choses dans la situation ou sur la personne avec qui vous avez un entretien, par exemple, si c'est le cas, ou est-ce que vous étiez plutôt en mismatch? C'est-à-dire, vous voyez plutôt ce qui ne va pas dans la situation ou dans la personne avec qui vous aviez éventuellement un entretien. Voilà. Est-ce que vous étiez plutôt en tout ou rien ou en petit à petit? Est-ce que vous étiez plutôt en tout ou rien ou en petit à petit? Voilà. Alors, je ne vais pas faire tous les métaprogrammes, on en a déjà fait pas mal. Je laisse noter tout ça et je vous propose exactement en face, dans une colonne parallèle, vous allez maintenant évaluer la situation dans laquelle vous n'avez pas eu les résultats escomptés.
Et je vais vous poser exactement la même chose dans le même sens. Donc, je vous propose d'écrire vraiment sur la colonne à côté en parallèle. Comme ça, vous pouvez comparer. Est-ce que vous pourrez être comparé tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des différences ou pas? Vous allez voir, parfois, c'est assez surprenant. Alors, dans la deuxième situation où vous n'avez pas eu les résultats escomptés, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous étiez plutôt aller vers ou éviter d'eux? Est-ce que vous faisiez ce truc pour obtenir quelque chose ou vous faisiez plutôt ce truc pour éviter quelque chose? Prenez le temps de réfléchir et notez. Est-ce que vous étiez plutôt aller vers pour obtenir quelque chose ou est-ce que vous faisiez plutôt ce truc pour éviter quelque chose dans votre état d'esprit? Est-ce que vous étiez plutôt procédure, c'est-à-dire 1, 2, 3, étape par étape, j'ai une procédure dans ma tête, je sais comment je vais m'y prendre, étape par étape, ou plutôt en mode option, eh ben, j'y vais puis on verra bien. On verra bien ce qui se passe, je vais m'adapter de toute façon. Voilà, je vous laisse noter. Est-ce que vous étiez plutôt global, c'est-à-dire global, j'ai plutôt une vision de la finalité des choses avec un esprit synthétique, je vois plutôt la finalité, ou détail, je vois plutôt les détails. Quand je suis global dans une conversation, je parle peu. Quand je suis détail, je parle beaucoup, par exemple. Je me focalise sur la globalité, la finalité ou sur les détails. Alors, est-ce que vous étiez plutôt global ou détail? Est-ce que vous étiez plutôt en référence interne? C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Ou pour prendre votre décision, vous aviez besoin d'avis de collègues, d'avis de quelqu'un d'autre. Ou alors vous faisiez votre choix en fonction du regard des autres ou en lecture de pensée de ce que pourraient penser les autres, ce qui est encore pire. Ok, je vous laisse répondre. Et il n'y a pas un bon ou un mauvais. Observez simplement, ça peut être très intéressant. Résultat au processus. Est-ce que vous étiez plutôt focalisé sur le résultat, ce que vous vouliez atteindre, ou est-ce que vous étiez plutôt focalisé sur les étapes pour y parvenir? Petit 1, je vais faire ça. Petit 2, je vais faire ça. Petit 3, je vais faire ça. Est-ce que vous étiez plutôt focalisé sur le résultat ou sur le processus? Prenez le temps de noter. Tri sur soi ou tri sur l'autre? Est-ce que vous étiez plutôt tri sur vous, c'est-à-dire vous répondiez plutôt à vos besoins en priorité, ou est-ce que vous étiez plutôt tri sur l'autre? Vous étiez plutôt focalisé sur les besoins de l'autre, des autres. Est-ce que vous étiez plutôt tri sur vous ou tri sur l'autre? Alors parfois, on ne peut pas répondre au métaprogramme. Si vous ne pouvez pas répondre, ne répondez pas, ce n'est pas grave. Passez au suivant. Est-ce que vous étiez plutôt en match sur la situation ou sur la personne ou en mismatch? Match, je vous rappelle, vous voyez plutôt ce qui va bien. Mismatch, vous voyez plutôt ce qui ne va pas, ce qui ne correspond pas à vos valeurs et à vos critères. OK? Et ma dernière question, est-ce que vous étiez plutôt en tout ou rien? Tout ou rien, c'est tout ou c'est rien. Voilà, c'est plutôt en mode intensif. Ou est-ce que vous étiez plutôt en petit à petit? Voilà. Alors normalement, maintenant, vous avez 2 colonnes avec 2 expériences, une réussie et une où vous n'avez pas eu le résultat escompté. Je vous propose de regarder ces 2 colonnes et de regarder est-ce qu'il y a des différences. Et je vous laisse me répondre dans le chat. Opposé, me dit Coralie. Eh oui, ça peut être intéressant. Opposé, me dit Céline. Voilà. Pas de différence pour Catherine. Opposé pour Nathalie. Opposé pour 50-50 pour Sandrine. Opposé pour Rodrigue, Sandy, Caroline. Eh bien, vous voyez, c'est surprenant. Alors, peu de différence pour Jacques. Opposé. Alors, vous voyez que pour la plupart d'entre vous, c'est complètement opposé. Ça veut dire que en PNL, quand vous faites le cursus PNL, donc base, technicien, praticien, maître praticien, on va aller au niveau du maître praticien étudier vos stratégies d'excellence et vos stratégies d'échec. Et quand on étudie nos stratégies, les métaprogrammes font partie de la modélisation en PNL et on va pouvoir constater qu'on a des stratégies d'excellence et des stratégies d'échec. Quand c'est complètement l'opposé, il est fort probable,
que vous aviez plutôt une stratégie de réussite d'un côté et plutôt une stratégie d'échec. Donc là, bien sûr, c'est un petit peu global de dire ça comme ça, puis un petit peu rapide. Ça nécessite de mieux se connaître, de prendre beaucoup d'exemples, enfin beaucoup, on prend 4-5 exemples en fait, hein, et on va étudier. Quand on étudie vos stratégies, on va étudier quels sont vos talents, on va étudier quels sont vos métaprogrammes, on va étudier quelles sont vos croyances, quels sont au niveau des niveaux logiques, votre vision du monde. Et en fait, quand vous avez étudié tout ça, quand vous allez regrouper, c'est un petit peu comme si vous allez avoir un mode d'emploi de votre fonctionnement pour être top. Mais vous avez vu, c'est très intéressant, hein, puisque quand c'est complètement opposé, on voit vraiment qu'il y a une grande différence, même quand c'est 50-50. Alors c'est pas là, c'est pas là que ça se joue, ça peut se jouer complètement ailleurs. Et quand il n'y a pas de différence, eh bien, c'est que c'est pas là que ça se joue non plus, tout simplement. Que pensez-vous de cet outil, de ces métaprogrammes? J'attends vos commentaires dans le chat. Alors, combien y a-t-il de métaprogrammes? Alors, les métaprogrammes, on en a, là, j'en ai sous les yeux 31. Je ne vous ai pas tous donné puisque ça serait un petit peu trop long. Mais on peut, voilà. Donc, c'est intéressant, oui, très intéressant. Ça me permet de mettre le doigt sur un projet en blocage. Ah ben, ça, c'est super. Incroyable, intéressant. Mais comment l'exploiter? Alors, comment l'exploiter? Alors, ce qui est intéressant, c'est de repérer son mode de fonctionnement à soi et de repérer le mode de fonctionnement des autres. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme. Les métaprogrammes sont simplement plus adaptés dans certains contextes. Alors, je réponds à une question sur l'énéagramme. Pas de différence pour ce test. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'énéagramme 6 qui stresse en 3? Non, pas spécialement, pas spécialement. C'est pas parce qu'il n'y a pas de différence que on peut faire un lien avec le. Il y a des métaprogrammes qui sont plus adaptés à des profils de personnalité, mais c'est certains métaprogrammes. Je vous disais, par exemple, en énéagramme, le tri sur l'autre, c'est plutôt du profil 2. Le référence interne, on est plutôt dans le perfectionniste, le profil 1, pour les gens qui connaissent l'énéagramme. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur ma chaîne YouTube, vous avez tout un exposé sur l'énéagramme, c'est des profils de personnalité. Donc, on va avoir des métaprogrammes qu'on va retrouver dans l'énéagramme, mais c'est pas spécifique à ce niveau-là. Donc, comment utiliser ces métaprogrammes? Eh bien, il faut s'auto-observer. Et quand chez nous, donc chez Reactive, nous sommes un centre de formation spécialisé en modélisation, puisque notre cursus fait partie du cursus coach professionnel enregistré au RNCP. Et donc, on va apprendre à modéliser avec différents outils les personnes, c'est-à-dire observer pour voir les points de blocage, pour voir les axes les ressources aussi. Et donc, on va observer le fonctionnement pour pouvoir débloquer les choses. On va utiliser donc les outils de la PNL, les outils d'énéagramme, d'analyse transactionnelle, bref, un tas d'outils pour permettre de décoder les points de blocage. Jemila me dit souvent, les gens évitent de parler de leur personnalité. Oui, certes. Par contre, en observant, Jemila, le mode de fonctionnement, les comportements et la façon de parler des personnes, on va pouvoir détecter les métaprogrammes assez facilement. Par exemple, quelqu'un qui est en tri sur l'autre, vous êtes à côté de quelqu'un, vous faites tomber votre crayon, une personne qui est en tri sur l'autre, naturellement, elle va avoir tendance, par exemple, à le ramasser et à vous le rendre. Une personne qui est en tri sur elle, naturellement, elle va vous laisser ramasser votre crayon et elle va continuer ce qu'elle a à faire. C'est un petit peu simpliste ce que je vous dis, mais c'est ça. On va observer dans les comportements et dans la façon de parler, dans les attitudes, et on va pouvoir observer des métaprogrammes. Sandrine me dit, ça signifie quoi lorsque vous dites ça ne se joue pas là? Ça se joue où? Les métaprogrammes se jouent en fonction, les métaprogrammes sont au service de nos croyances et de nos valeurs. C'est-à-dire, j'ai des croyances qui sont conscientes ou inconscientes, j'ai une vision du monde aussi, et les métaprogrammes vont correspondre, vont venir servir
cette vision du monde. Si je pense, par exemple, que je ne suis pas compétente dans un domaine, peut-être que mon métaprogramme dans ce domaine va être de la référence externe. Je vais avoir besoin de l'avis des autres. Si je pense que, par exemple, les perfectionnistes de l'énéagramme numéro 1, du 1 en énéagramme, c'est les personnes qui cherchent, pour qui les règles sont importantes, qui vont avoir comme motivation de toujours améliorer les choses et qui vont donc ils vont être en éviter de faire des erreurs. Ils sont parfois en tout ou rien quand ils stressent parce que si c'est pas parfait, c'est pas bien. Ils vont être plutôt processus ou résultat, ça dépend, ça va dépendre, mais en tout cas, le résultat est très important. Ils peuvent être processus parce qu'ils vont vérifier 15 000 fois ce qu'ils sont en train de faire pour être sûr que c'est parfait. Ou alors, résultat, voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu, ça se joue à un autre niveau, c'est-à-dire que les métaprogrammes sont au service de nos croyances et de nos valeurs. Ces personnes peuvent être aller vers ou éviter d'eux, mais souvent, ils sont quand même plutôt éviter de faire des erreurs, puisqu'ils confondent l'erreur et la faute. Alors, vous savez, dans les énéagrammes, on a un profil, mais on a des tendances, je dirais, quand on est bien au niveau émotionnel, et on a tendance sous stress à passer dans d'autres choses, etc. Et quand on évolue aussi, à évoluer sur son... Donc, on peut faire des liens, effectivement, entre les profils de l'énéagramme et certains métaprogrammes, mais je vous rappelle, ce n'est pas figé. Les métaprogrammes dépendent des contextes. OK. Alors, ce serait possible de faire une session dédiée au profil métaprogramme. Alors, je vous rappelle, ce n'est pas un profil. Un profil de l'énéagramme, vous voulez dire métaprogramme? Oui, c'est possible de faire un profil de l'énéagramme et métaprogramme. Voilà. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une très bonne idée. Effectivement, ça peut être un prochain rendez-vous. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les métaprogrammes. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez envie de creuser, j'ai des podcasts aussi, la chaîne de podcast. Vous allez sur mon site internet Mieux Vivre. Vous verrez, vous aurez de la document complètement accessible et gratuite. Et puis, vous aurez effectivement, donc, j'ai récemment mis en place une chaîne de podcast. Et sur la chaîne de podcast, je redéfinis tous les métaprogrammes, les profils de l'énéagramme aussi. Vous avez tous les profils de l'énéagramme, les métaprogrammes. Bref, vous avez beaucoup de ressources. Donc, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de podcast qui s'appelle Mieux Vivre. Vous la trouverez sur mon site internet. Et puis, pour information, la semaine prochaine, nous avons une autre conférence avec Stéphie Lechkowski sur l'ikigai. L'ikigai, qui est une méthode qui est vraiment intéressante pour tout le monde, pour mieux se connaître, pour aussi les changements de profession et pour connaître ses valeurs, connaître ses motivations. Et vous verrez que ce sera aussi très intéressant. Je vous invite la semaine prochaine à se retrouver si vous avez envie d'en savoir plus. Et si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur le site internet pour regarder les formations PNL, analyse transactionnelle, énéagramme, tout ce que vous voulez. Et j'ai des collaboratrices qui sont formidables, qui répondront à vos questions. Qui répondront, pardon, à vos questions. Je suis ravie de vous avoir accueilli ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée comme moi. Quelqu'un me dit merci pour l'horaire. Il semblerait que 19h30 soit plus adapté que 18h30. Je serais intéressée d'avoir votre point de vue. Donc, super. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt, si vous en avez envie. Parfait, 19h30. OK, eh bien, super. Merci à vous pour votre présence. Merci d'investir sur vous. Et puis, je vous remercie. Quelqu'un me demande pour participer. Oui, 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 vous pouvez participer à tout ce que vous voulez. Et effectivement, je vais essayer de mettre plutôt les horaires de 19h30 que de 18h30. Je sais, quand on a des enfants, etc., rentrer du boulot, tout ça, c'est quand même plus facile. À très bientôt. Je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée. Et moi, je vais aller dîner avec une copine. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée à tous.